messieurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission consacrée à un sujet aussi capital que ceux que nous avons traités dans le passé. Nous allons parler aujourd'hui de la justice climatique. J'ai le privilège de recevoir sur cette émission une invitée exceptionnelle, Sylvana Ayronsi, militante engagée. Elle est présidente de l'ONG Agromec Bénin, experte des questions environnementales. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentis à travers le monde, il devient évident que ces effets ne touchent pas tous les pays de la même manière. Des millions de personnes, notamment les femmes, subissent, d'une manière ou d'une autre, les effets ou les conséquences du changement climatique qu'elles n'ont pourtant pas contribué à causer. Avec Madame Sylvana Ayronsi, nous allons explorer quelques dimensions de la justice climatique, apprécier les défis actuels, les actions concrètes à entreprendre et le rôle du leadership dans la lutte contre les inégalités climatiques. Cette émission promet donc d'être très enrichissante et passionnante. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous suivre avec une attention particulière. Alors nous allons commencer, nous allons nous tourner vers notre invité et lui souhaiter la bienvenue sur cette émission. Bonjour Madame Sylvana Ayronsi. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors comme je le disais tout à l'heure, le thème ou la thématique que nous allons aborder touche la justice climatique. Et puisque vous êtes une experte en ce qui concerne des questions environnementales, nous allons commencer. Alors d'une manière brève et synthétique, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu, une brève définition de ce qu'on entend par impact disproportionné? Merci Monsieur le journaliste pour votre question. À l'entame de mes propos, je dirais que la justice climatique, c'est un contexte aujourd'hui qui nous touche de façon globale. Et ce concept selon lequel les populations les plus vulnérables, qui ont le moins contribuer au changement climatique, sont souvent les plus touchés par ces effets. Donc la justice climatique vient corriger ces inégalités en assurant une répartition équitable des coûts, des bénéfices liés à l'action climatique. Nous ne pourrions parler de justice climatique sans parler de résilience climatique, c'est-à-dire la résilience des communautés les plus vulnérables. Donc c'est donc cette résilience qui constitue une capacité d'un système, qu'il soit naturel ou humain, à absorber les perturbations climatiques, que ce soit les sécheresses, les inondations, à s'y adapter et à continuer à fonctionner de manière naturelle. Donc c'est ce qu'on entend par résilience. C'est malgré les effets néfastes des changements climatiques, les communautés font en sorte de vivre dans leurs écosystèmes comme si de rien n'était, tout en trouvant des solutions pour s'adapter. Alors, il s'agit de renforcer aujourd'hui les capacités d'un territoire, d'une communauté pour les aider à faire face au changement climatique. Donc, renforcer la résilience climatique, c'est aussi œuvrer pour une plus grande justice sociale et environnementale. Et tout ceci en quoi faisant? C'est en permettant aux communautés les plus vulnérables de mieux faire face aux impacts du changement climatique, en réduisant les inégalités, toutes formes d'inégalités qui pourraient se poser autour de la question, afin d'assurer un avenir équitable pour tous. Donc, il est évident aujourd'hui que les questions de perturbation, de variabilité climatique touchent nos communautés de plein fouet et par surcroît les femmes agricultrices, productrices qui font tourner aujourd'hui l'économie sociale. Merci. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler des effets disproportionnés du changement climatique et sans aborder les raisons ou les causes pour lesquelles on observe aujourd'hui ces changements climatiques. Mais d'abord, avant d'aller en profondeur dans les causes, je voudrais vous demander quelles sont ces raisons-là
qui font qu'aujourd'hui, on a hommes et femmes, mais on dit que les femmes sont les plus touchées? C'est évident que lorsqu'il y a inondation, les femmes et les hommes ne sont pas touchés de la même manière. La jante masculine a cette capacité, cette force. Lorsqu'il y a inondation, tremblement de terre ou même sécheresse, les hommes ne sont pas déjà au premier plan. Ce sont les femmes et les enfants, les personnes âgées qui sont le plus touchées parce qu'ils ont moins d'aptitude à faire face à une inondation. Par exemple, quand il y a montée des eaux, plus d'hommes savent nager que de femmes déjà. Donc c'est une évidence que lorsque les eaux montent, les hommes ont cette capacité rapidement à aller de l'autre côté, par exemple, du village ou à nager, alors que les femmes vont d'abord se préoccuper même de leur progéniture. Et donc, elles ne sont pas touchées de la même manière, elles sont plus fragiles. Quand il y a sécheresse, les femmes sont au champ, elles ont moins de force à travailler la terre quand la terre est plus dure que les hommes, par exemple, qui ont plus de force physique à travailler la terre déjà. Donc, quand il y a manque d'eau, les femmes sont celles-là qui vont au niveau des sources d'eau chercher de l'eau, vont à la rivière, vont au marigot chercher de l'eau. Donc elles ont plus de difficultés, par exemple, à puiser dans un puits qui est tari et dont la profondeur augmente lorsqu'il y a sécheresse, parce que c'est elles qui font la corvée d'eau. Du coup, ça se voit, c'est une évidence que lorsqu'il y a un phénomène naturel, les femmes sont plus exposées que les hommes. Alors, en abordant les impacts spécifiques, dites-nous comment est-ce que les changements climatiques peuvent toucher de façon négative la santé des femmes. Au regard de tout ce que nous venons de dire, il est aisé de dire que la femme produit plus d'efforts à s'adapter que l'homme. Elle est plus vulnérable, je dirais 2 fois plus vulnérable que l'homme. Donc en ces termes, elle est fragilisée psychologiquement, économiquement parlant. Lorsque il y a les pertes des récoltes, les femmes économiquement perdent leur autonomie financière, je vais dire. Donc déjà, psychologiquement, elles sont abattues, elles sont exposées sur le plan sanitaire. En somme, leur mental prend un coup. Donc la femme qui a subi les affres du changement climatique, il est clair qu'elle sera un peu plus fragile psychologiquement parlant que celle qui n'a rien vécu. Donc, et comment cela se manifeste sur le plan de la santé sexuelle et reproductive? Ben, c'est une évidence qu'une femme qui n'est pas épanouie dans sa vie de tous les jours ne soit pas sexuellement aussi active, parce que nous savons que la santé mentale et reproductive sont liées. Donc une femme qui est psychologiquement abattue aura forcément il y aura forcément des répercussions sur sa vie sexuelle et reproductive. Donc, à mon humble avis, les changements climatiques peuvent de façon indirecte avoir des conséquences psychologiques et mentales, voire sur le plan sexuel au niveau de la femme. Alors, de quelle manière pensez-vous que les changements climatiques peuvent-ils affecter les moyens de subsistance des femmes, en particulier dans celles vivantes dans celles des zones rurales? Je disais que nous sommes souvent en contact des femmes rurales, donc elles ont plus de difficultés, elles sont vraiment impactées par les effets des changements climatiques à cause des pertes énormes qu'elles enregistrent en matière de productivité agricole. Donc ce qui a du coup un impact sur leur rendement et les affaiblit à tout point de vue, économiquement parlant, sanitaire, sur le plan sanitaire et sur le plan financier. Parlant des déplacements, quand un homme et une femme se déplacent, on dit souvent que les déplacements affectent beaucoup plus les femmes que les hommes. Comment cela s'explique-t-il?
Merci, monsieur le journaliste. Votre question me fait penser aux réfugiés climatiques. Parce que de nos jours, nous observons beaucoup de déplacements des communautés suite aux effets des changements climatiques. Les inondations répétées que nous observons, cycliques, qui se produisent au fil des années, amènent les communautés à se déplacer. Donc, nous parlons aujourd'hui de réfugiés climatiques. Donc, ces communautés se déplacent et deviennent des réfugiés, comme je le dis déjà. Mais cette fois-ci, pas des réfugiés de guerre, pas des réfugiés politiques, mais des réfugiés climatiques. Leur déplacement est dû aux effets néfastes des changements climatiques. Et lorsque ces communautés sont déplacées, malheureusement, les femmes sont plus touchées. Parce que dans les camps de réfugiés climatiques, les conditions de vie ne sont pas les mêmes que dans les villages. Donc, l'accès est limité déjà à l'eau. Les conditions d'hygiène et d'assainissement ne sont pas là. Et puis la femme est du coup impactée. Elle n'arrive pas à gérer correctement ses menstruations quand elle est une déplacée climatique, parce qu'il n'y a pas les infrastructures d'hygiène et d'assainissement permettant à la femme de vivre décemment. Absence d'eau, absence de toilettes adéquates pour gérer correctement les menstruations. Alors que un homme dans la communauté, un réfugié climatique homme, n'a pas forcément ces mêmes problèmes. L'homme, un déplacé climatique, peut ne pas prendre son bain pendant une semaine, alors qu'une femme réfugiée climatique, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle se mette dans de bonnes conditions, d'où l'inégalité en matière de déplacement lié au changement climatique. Les enfants aussi, c'est pareil, les enfants ne sont pas les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées subissent plus les impacts des déplacements dus au changement climatique que les hommes, sexe masculin. Alors, donc, à vous entendre, il est clair que les femmes subissent atrocement les conséquences du changement climatique. Le niveau n'est pas comparable à celui des hommes. Alors, lorsque nous parlons aujourd'hui de changement climatique, nous entendons aussi les violences basées sur le genre. Est-ce qu'il y a un lien? Le changement climatique peut conduire à la multiplication des violences basées sur le genre? Naturellement, monsieur le journaliste, puisque nous disions tantôt dans mes propos liminaires que lorsque il y a perturbation climatique et que les femmes sont déplacées, elles subissent plus les affres de ces perturbations climatiques. Alors, lorsque nous prenons le cas des camps de réfugiés climatiques, forcément qu'il y a les droits de l'homme ne sont pas totalement respectés dans ces conditions. Donc, les changements climatiques ont forcément un impact sur les droits humains. Votre question m'amène à faire le lien entre changement climatique et droits humains. Parce que lorsque les changements climatiques frappent une communauté, d'office, les droits humains sont bafoués. On n'arrive plus à réunir toutes les conditions nécessaires au respect des droits humains, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan éducatif, droit à la santé, droit à l'éducation, etc. Alors, à l'entame, je disais que nous allons profiter de cette émission-là pour étudier, évaluer aussi le rôle du leadership féminin dans la lutte contre les inégalités climatiques. Et donc, je m'en vais d'ores et déjà vous demander pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui d'impliquer davantage de femmes dans la prise de décision et l'élaboration de politiques climatiques? Merci pour la question. Aujourd'hui, je pense que les décideurs politiques ont compris que les changements climatiques touchent plus la gente féminine et il est nécessaire que les femmes soient associées aux prises de décision, soient à la table
des négociations climatiques parce qu'elles vivent plus les réalités climatiques. Donc aujourd'hui, dans toutes les instances de décision, l'effort est fait pour que les femmes soient quand même, le taux de participation des femmes soit élevé pour vraiment accroître cette résilience vers laquelle nous tendons. Parce qu'on ne peut pas parler de résilience climatique des femmes sans donner la parole aux femmes. Alors parlant justement de l'accroissement de résilience du côté des femmes, quelles sont les actions que vous, en tant qu'experte en questions environnementales, vous pensez ou vous préconisez, d'accord, pour les gouvernants en ce qui concerne la résilience? Merci pour votre question qui est une question aujourd'hui. Nous sommes à l'aide des différents COP. Actuellement se tient la COP biodiversité, il y a la COP climat bientôt qui se tiendra dans 1 ou 2 mois. Alors, lors de ces différentes négociations, il est important d'accorder la parole aux femmes et aussi de faire le lien, d'utiliser les droits humains comme un levier pour faire avancer la lutte contre les changements climatiques. Parce que l'approche fondée sur les droits humains offre vraiment un cadre puissant pour renforcer la protection des populations vulnérables. Alors, il faut aussi vraiment engager les États à prendre des mesures très ambitieuses, des mesures pour promouvoir la justice climatique déjà et pour mobiliser la société civile autour de la question des droits humains et des changements climatiques. Est-ce que vous voulez parler par exemple des financements qu'il faut octroyer aux OSC pour la multiplication des actions dans les communes? Tout à fait. Il faut vraiment que la société civile dispose des moyens financiers nécessaires pour pouvoir multiplier les actions sur le terrain, les sensibilisations, parce qu'aujourd'hui, les communautés ne sont pas forcément informées sur les mesures à prendre pour s'adapter au changement climatique. Alors, c'est le rôle de la société civile de travailler des mesures d'impact et d'adaptation, des mesures d'adaptation face au changement climatique. Alors, nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cette émission. Je ne saurais terminer sans vous demander, par exemple, quel est le rôle donc, de l'éducation dans cette lutte-là que vous prenez. Forcément, monsieur le journaliste, l'éducation a un rôle très important parce que l'éducation à la base, aujourd'hui nous parlons de plus en plus d'éducation environnementale en milieu scolaire. C'est déjà ça qui nous permet d'enseigner aux tout petits ce que c'est que les changements climatiques, ce que c'est que la biodiversité, ce que c'est que le cycle de l'eau, les effets de serre, l'émission des CO2, tout ce qui entre toutes ces thématiques qui tournent autour des changements climatiques. Par l'éducation, les curricula de formation, nous pouvons vraiment donner l'information aux enfants. Donc il est important et urge même d'insérer les notions de changement climatique dans les curricula de formation aujourd'hui au niveau des enseignements aussi bien primaires que secondaires. Alors vous, en tant que présidente d'une organisation qui travaille dans ce sens-là, quelles sont déjà les actions que vous avez menées sur le terrain et qui participent d'accord à atténuer l'effet des changements climatiques dans le camp des femmes? Monsieur le journaliste, vous me prenez au vif, mais je vous dirai quelques actions, pas toutes les actions que nous faisons en tant que responsable d'ONG, travaillant avec les organisations paysannes de femmes. Déjà, nous, avec les communautés, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur les changements climatiques. Et pour les femmes agricoles, nous les enseignons les techniques améliorées pour vraiment produire aujourd'hui, mettre en tête des cultures qui sont vraiment adaptées aux perturbations, aux saisons que nous observons aujourd'hui. Donc, on leur apprend des techniques améliorées de production pour tendre déjà vers le bio, mais aussi des semences améliorées, adaptées aujourd'hui aux saisons
qui sont vraiment changées, tout est un peu bouleversé. Alors il y a des semences à cycle court qui favorisent aujourd'hui une bonne récolte, une bonne, comment je vais dire, une bonne production au niveau des agricultrices. En dehors de ça, nous sommes dans l'hygiène et l'assainissement de base et nous faisons en sorte de promouvoir les lois liées à l'accès à l'eau pour tous, parce qu'aujourd'hui, sans eau, nous ne pouvons rien, sans eau, je vais dire, nous ne pouvons rien faire. Et aussi, nous organisons des séances de plaidoyer pour la justice climatique. C'est d'ailleurs ce que nous faisons là, des émissions. Nous participons à des émissions pour des plaidoyers pour la résilience des communautés face au changement climatique. Merci beaucoup à vous, Madame Sylvana Ayronsi, pour vos éléments de réponse. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est juste d'exhorter toute la communauté, aussi mondiale qu'au niveau pays, à prendre conscience des effets néfastes des changements climatiques aujourd'hui qui n'est pas une personne, vu que l'atmosphère n'a pas de frontières et les émissions de gaz à effet de serre nous concernent tous, et aussi à inviter les dirigeants à de plus en plus introduire les droits humains comme levier pour accroître la résilience des populations. Ainsi, nous pouvons contribuer à accélérer la transition vers un avenir juste et durable. Je vous remercie. La transition vers un avenir durable. Merci beaucoup, Madame Sylvana Ayronsi, pour avoir été des nôtres ce matin. Tout le plaisir était pour moi. Alors, Mesdames et Messieurs, nous sommes en train d'arriver au thème de cette émission. J'ai reçu sur cette émission, comme vous le voyez déjà, Madame Sylvana Ayronsi, qui est une militante engagée, présidente de l'ONG Agromec Bénin, qui est aussi une organisation membre du réseau des femmes leaders pour le développement, grâce à qui cette émission a été effective. Alors, avec elle, nous avons abordé tout ce qui a trait à la justice climatique, les défis actuels, le rôle du leadership féminin dans la lutte contre les inégalités climatiques. Il est clair que la question du changement climatique n'est pas seulement une question d'ordre environnemental, mais aussi une question de justice, d'équité et de droits humains. Nous devons donc nous engager pour que la transition vers un avenir durable soit juste, inclusive et prenant en compte tous les besoins des communautés les plus défavorisées. C'était Pancras Gandaro à la présentation. À très bientôt pour une nouvelle émission.